Donc, aujourd'hui, nous avons souhaité traiter une problématique que Jean-Philippe et moi-même rencontrons quotidiennement au sein des entreprises, qui est ce que l'on a souhaité décliner sous forme de la triplette gagnante. En gros, l'enjeu pour nous dans la session aujourd'hui du côté marketing 2.0 des webinaires des révolutions commerciales, on a souhaité répondre à certaines attentes de gens que nous rencontrons chaque jour sur l'impact notamment des réseaux sociaux, des blogs et de l'emailing sur les stratégies business. Donc Jean-Philippe, qui est plutôt un expert dans ce domaine-là, va avoir majoritairement la parole sur le webinaire d'aujourd'hui. Je vais donc le laisser prendre le relais. Mais avant de démarrer, je vais rapidement me présenter. Je suis donc Sébastien Enrault, Société Inès. Je suis le directeur commercial et marketing. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Inès, Inès est le leader français des logiciels de CRM, de gestion de la relation client. Alors nous-mêmes, nous intervenons principalement sur deux compétences majeures, que sont premièrement l'optimisation de la performance commerciale au sein des entreprises, et la seconde qui est l'optimisation commerciale et marketing, pardon, et la deuxième qui est plutôt liée effectivement à la partie service client, là qui est la performance en termes de relations clients et de fidélisation client. Voilà. Jean-Philippe, je te laisse la main. Bonne animation. Et puis, écoutez, comme d'habitude, dernière petite précision logistique, vous n'avez pas la parole. Je vous prie de nous en excuser. On attend aujourd'hui à peu près 75 à 100 participants sur le webinar, ce qui est beaucoup. Donc, ce que je vous propose, c'est tout au long du webinar d'utiliser la rubrique de chatter et des questions pour pouvoir nous interpeller. Et ce que je vous propose, c'est qu'à l'issue du webinar, donc à 12 heures, on prendra le temps qu'il faut, Jean-Philippe et moi-même, pour répondre à l'intégralité de vos questions. Voilà. Je vous souhaite un excellent webinar et puis bien à quelques minutes. Bonjour à tous, Jean-Philippe Desranleau, donc je suis consultant spécialiste des usages du numérique. Ma présentation, vous l'avez lue, donc je ne vais pas en dire plus et vous pouvez me retrouver sur mon blog à titre indicatif www.efficacity.fr. Je rentre directement dans le vif du sujet en abordant donc cette dualité qu'est la triplette gagnante, car quand on rencontre des spécialistes, qui du blog, qui des réseaux sociaux, qui de l'emailing, chacun va défendre sa chapelle, non pas en dénigrant ou en dévalorisant l'autre, mais surtout en mettant en avant sa solution comme étant la meilleure des solutions pour pouvoir développer son activité commerciale. En fait, ces trois solutions sont parfaitement complémentaires les unes aux autres et je vais vous expliquer comment et pourquoi, ou plutôt pourquoi et comment elles sont complémentaires. Alors le premier élément, le premier enjeu auquel nous sommes confrontés, c'est qu'on souhaite être visible auprès de son public, que ce public nous le connaissions ou que nous ne le connaissions pas. Le premier public que l'on veut atteindre, c'est ceux qui vont rechercher des spécialités ou des produits auxquels on peut répondre au travers du moteur de recherche de Google qui, à titre indicatif, pèse 95% de part de marché en France. Donc tous les autres moteurs de recherche, non pas qu'ils soient négligeables, mais la priorité, elle est bien évidemment sur Google. Le deuxième vecteur par lequel on va chercher à communiquer, c'est son carnet d'adresses. Et comme chacun sait, son carnet d'adresses, eh bien, c'est le nerf de la guerre dans le domaine des affaires d'une façon générale. Et puis le troisième vecteur qui est arrivé depuis 2007-2005 à peu près, ce sont les réseaux sociaux, Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn, Scoopit et autres Viadeo. Donc voilà les trois vecteurs par lesquels on va pouvoir communiquer. Soit c'est nous qui prenons l'initiative d'aller vers notre cible, le carnet d'adresses typiquement, soit c'est notre cible que l'on ne connaît pas nécessairement qui va nous découvrir sur le net. Donc pour pouvoir développer cette activité, bien évidemment Google est l'acteur majeur. Et il y a eu un gros changement depuis quelques années, c'est qu'en fait on est tous à la fois clients et commerciaux, pour la majorité d'entre nous en tous les cas, et l'enjeu, quand on contacte un client, c'est qu'il nous écoute, et la difficulté, c'est que quand on appelle nos prospects aujourd'hui ou nos suspects par téléphone dans ce qu'on appelle une prospection à froid, eh bien les gens sont de plus en plus réticents à accepter nos appels, tout simplement parce qu'au travers de Google et au travers des réseaux sociaux et au travers de leur réseau personnel, leur carnet d'adresse, ils ont la possibilité de s'informer de façon extrêmement précise, extrêmement rapide. Donc en fait, la démarche commerciale classique que l'on connaissait depuis des décennies ne fonctionne plus ou de moins en moins facilement. Et la raison en est simple, c'est que, pour reprendre le propos d'une entreprise américaine, il y a en 2007, donc il y a 8 ans, quand on prenait le temps de téléphoner à froid à des prospects, il fallait passer 3,68 appels en moyenne pour pouvoir atteindre son prospect.
Aujourd'hui, c'est 8 appels qu'il faut passer pour pouvoir atteindre son prospect, si toutefois vous l'atteignez. Donc ce chiffre vous permet tout de suite de comprendre que la problématique, elle n'est pas tant d'aller chercher le client, mais si possible, de le faire venir à soi. Et je reviendrai sur cette particularité du marketing moderne qu'on appelle l'inbound marketing. Donc la triplette gagnante, elle est composée de 3 éléments. D'une part, le blog qui va permettre de se faire remarquer par rapport à la masse des prestataires de notre éco-business. Ensuite, les réseaux sociaux, faire parler les autres de ce que vous faites, de votre expertise. Ce sont des très très bons porte-parole et c'est ce qu'on appelle la recommandation. Et puis le troisième élément, c'est l'emailing, qui à un moment, on a cru que c'était obsolète, au même titre que le fax mailing, mais pas du tout. Non pas qu'il revienne en force, mais quand on sait bien l'utiliser, il s'avère être très pertinent. Donc, pour comprendre la mécanique du blog, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on prend la parole, quand on va sur Internet plutôt, on va trouver 90% des personnes qui sortent sur Internet sont de simples lecteurs, et sur les réseaux sociaux entre autres, la majorité des gens sont passifs et font partie de ces 90%. 9% des contributeurs sont des commentateurs ou participants. Ils donnent leur avis sur ce qui se passe ou sur ce qui se dit, ou ils posent des questions sur les réseaux sociaux. Et 1% des contributeurs sont des leaders d'opinion, c'est-à-dire qu'ils publient des articles. Ils ne se contentent pas de relayer une information qui a été publiée par d'autres, mais ils publient leurs propres articles, et on les trouve bien évidemment sur les blogs, les consultants représentant la majeure partie de ces leaders d'opinion, parce que c'est pour eux le meilleur moyen de pouvoir mettre en avant leur expertise. Alors, ce qu'il faut comprendre concernant le blog, c'est que le blog, pour reprendre le principe de la voûte d'art roman, c'est la clé de voûte de la communication. C'est-à-dire que c'est une pierre qui n'a pas beaucoup d'importance en apparence, ou en tous les cas en taille, mais qui a un rôle primordial puisqu'elle fait tenir l'ensemble de l'édifice. Et cet élément est vraiment très important par rapport à un site internet classique. Alors, bien évidemment, on peut associer un blog à un site pour pouvoir parler de son offre, que ce soit un site marchand ou un site institutionnel, parler de son entreprise, ou que ce soit pour publier des articles dans lesquels on va pouvoir faire valoir son expertise. Alors pour vous parler d'un blog, ce n'est pas du narcissisme de ma part, mais je vais prendre celui que je connais le mieux, à savoir le mien. Donc un blog, c'est un élément dans le site, en l'occurrence, vous voyez l'onglet blog qui est mis en avant par une différence de fond. La première partie du site, c'est donc les volets de navigation que l'on trouve couramment. Ensuite viennent les articles qui sont classés dans l'ordre antéchronologique, c'est-à-dire du plus récent au plus ancien. Et la particularité d'un blog, c'est, si possible, ils n'ont pas tous, mais si possible, d'avoir des illustrations associées aux articles pour pouvoir attirer l'œil tout simplement, à l'image de Paris Match, le poids des mots, le choc des photos. L'élément suivant, c'est le moteur de recherche qui va permettre au lecteur de pouvoir retrouver un article sur un mot objet de son centre d'intérêt. Ce qu'il faut savoir, c'est que aussi le blog est organisé comme un périodique, comme un journal, comme un hebdomadaire. Il a son sommaire qui sont les catégories en l'occurrence et qui vont déterminer la ligne éditoriale de votre blog. Viennent ensuite les mots-clés qui vont permettre à l'internaute de pouvoir trouver les articles qui correspondent à son sujet d'intérêt, à son centre d'intérêt, et plus les mots-clés sont de taille importante, plus il y a d'articles correspondant à ce mot-clé. Donc il suffit de cliquer par exemple sur le premier d'entre eux, agilité, et on va trouver tous les articles qui sont liés à ce mot-clé. La différence entre catégorie et nuage de mots-clés, ou les mots-clés plutôt, c'est que les catégories sont un élément structurant du blog, alors que les mots-clés ne sont pas un élément structurant. Vient ensuite le champ qui va permettre aux internautes de s'abonner à votre blog. C'est-à-dire que non seulement ils peuvent être visiteurs occasionnels, mais ils peuvent devenir addicts de vos publications. Donc toute l'importance, c'est d'avoir des publications de qualité. L'enjeu n'est pas d'arroser ou d'intéresser la terre entière, mais d'intéresser les gens qui sont susceptibles, bien évidemment, d'acheter vos services ou vos produits. Alors, il y a un élément qui est très important dans un blog, et vous allez voir tout de suite, comprendre tout de suite pourquoi, c'est qu'il faut donner la possibilité aux lecteurs de vos articles de publier vos articles, de relayer vos articles, de devenir vos ambassadeurs sur leurs réseaux sociaux. En l'occurrence, j'en ai choisi 5, Google+, Scoopit, LinkedIn, Facebook, Twitter. Je vous avouerai avoir oublié Viadeo,
par choix au départ, mais il faut que je le rajoute. Donc si jamais vous me posez la question, j'y réponds tout de suite. Ces boutons sont essentiels parce que c'est ce qui va permettre et faciliter aux lecteurs de vos articles de pouvoir les relayer sur leurs flux sociaux tout simplement. Donc concernant les réseaux sociaux, deuxième élément, si vous vous souvenez de la répartie du page de Louis XVI, qui lui demandait si le bruit qu'il y avait dans la rue était une révolte, le page lui répondit: non, sire, ce n'est pas une révolte, c'est une révolution. Et les réseaux sociaux ont le même effet, en fait, sur la société depuis quelques années que cette révolution de 1789. Un certain nombre d'élites qui ont un pouvoir important ne voient pas ce qui se passe dans la société. Ils sont un peu comme l'explique un article que j'ai récemment lu, ces VIP dans leur voiture à vitres teintées, à vitres fumées, qui s'isolent du reste du monde et ils ne voient pas ce qui se passe dans la rue. Et bien avec les réseaux sociaux, c'est strictement ça. Alors au niveau des réseaux sociaux, ils ne datent pas d'hier, hein, ils sont nés bien évidemment avant que Internet existe. Le premier de ces réseaux sociaux, eh bien, c'est tout simplement sa famille, avec l'arbre généalogique représenté ici, sa famille et ses proches qui vont peut-être avoir une influence sur votre activité. Ensuite viennent les amis que l'on rencontre dans des soirées apéritifs diverses et variées, auxquelles on a tendance fréquemment à participer, ce qu'on peut appeler aussi des soirées de pince-fesses, et qui sont une source d'échange de cartes de visite très instructive, puisqu'en fait, quand on participe à une soirée, il y a souvent une thématique, cette thématique, elle est liée à notre activité professionnelle, en tous les cas pour ce qui concerne les soirées à caractère pro. Ensuite, un réseau social très important, c'est les alumni, les personnes que vous aviez rencontrées dans votre parcours scolaire supérieur. Il a là aussi une influence extrêmement importante. Et puis enfin, les réseaux sociaux que je citais tout à l'heure, Twitter, LinkedIn, Google+, Facebook et YouTube, pour ne parler que des principaux. Alors, pour vous expliquer le principe d'un réseau social, et surtout l'intérêt d'un réseau social, c'est que quand on va vouloir rentrer en relation avec une personne, il n'y aura pas plus de 5 intermédiaires pour pouvoir se connecter avec cette personne. Donc ça, c'est le principe numéro 1. Mais l'intérêt fondamental des réseaux sociaux, c'est que quand vous allez publier un article ou faire un commentaire sur un sujet, vous allez pouvoir atteindre votre réseau de premier niveau, constitué de 500 personnes en moyenne sur LinkedIn, pour ne prendre que cet exemple. Si une personne qui a lu un de vos articles publiés sur votre mur de LinkedIn venait à cliquer sur j'aime ou faire un commentaire, ou partager votre publication, eh bien il va donner de la visibilité à votre propos auprès de son propre réseau. Ce qui veut dire que les 500 personnes potentiellement qui sont dans votre réseau peuvent relayer votre information à chacune de leurs 500 contacts, ce qui veut dire qu'ils vont atteindre 250 000 contacts. LinkedIn permet de le faire jusqu'à 3 niveaux, auquel cas si ces personnes relayaient votre message, on pourrait atteindre cette fois-ci 125 millions de personnes. Donc ça a vraiment une influence très très forte. Alors bien évidemment, ces chiffres sont donnés à titre indicatif parce que une personne de votre premier niveau de réseau, ou 2 personnes pardon, de votre premier niveau de réseau peuvent avoir le même interlocuteur de second niveau, et ainsi de suite. Donc il faut bien évidemment pondérer ces chiffres, mais c'est pour vous donner la puissance qu'il y a en termes de communication, l'influence que l'on peut avoir et la recommandation implicite que l'on peut avoir quand on va relayer des informations. Alors ce qui est important, c'est que quand on relaie une information, typiquement un lecteur de votre blog clique sur l'icône Google+ pour relayer l'article que vous avez publié sur son réseau, et puis qu'une autre personne va relayer cette information, donc cette personne, vous ne la connaissez pas, et elle ne vous connaît pas, elle-même va recliquer et va relayer à H. Résultat, et H sont des personnes qui ne vous connaissent pas, que vous ne connaissez pas, mais qui peuvent devenir vos clients. Donc c'est le principe de l'inbound marketing qui consiste à faire venir à soi des personnes qui ne vous connaissent pas. Concernant l'emailing, donc là l'emailing, au départ de l'emailing, c'était de l'emailing de masse, c'est-à-dire qu'on envoyait des emailings de différentes natures, commerciales, lettres d'information, à l'ensemble de son public, sans faire de ciblage particulier, et puis on partait du principe qu'il y en aura bien une infime partie qui deviendront des clients, et peu importe si on sature ou si on n'intéresse pas les autres. Aujourd'hui, la donnée de l'emailing a fondamentalement changé, dans le sens où il faut impérativement cibler pour atteindre les bonnes personnes avec le bon sujet et si possible au bon moment. Donc la qualité du ciblage est primordiale sur l'emailing. Et pour pouvoir faire ce ciblage, en fait, il y a un principe simple
qui consiste à avoir des clés de qualification, et je vous en propose 4, que sont le profil, le domaine d'activité de vos interlocuteurs, l'intérêt qu'ils peuvent avoir pour vos produits ou pour vos services, et le service d'appartenance de vos interlocuteurs. Voici les valeurs que l'on peut mettre en face. Donc, je vais simplement m'attarder un petit peu sur la première clé, profil. En fait, on va pouvoir avoir 7 valeurs: suspect, curieux, visiteur, prospect, lead, client et ambassadeur. Et en fait, au-delà du fait que l'on va conquérir des clients ou transformer un certain nombre de ces visiteurs de suspects à lead en clients, on va pouvoir avoir un certain nombre d'ambassadeurs ou développer ces ambassadeurs, qu'ils soient clients ou pas d'ailleurs, pour qu'ils soient vos porte-parole. Et ça, c'est vraiment un élément très important. Donc, ces choix peuvent être simples, hein, soit un profil est suspect, curieux, visiteur ou prospect, pour ne prendre que les 4 premiers, mais il n'est pas visiteur et client, tout simplement. Alors ça, c'est un choix que l'on fait ou pas. Ensuite, on va pouvoir éventuellement avoir des choix multiples, notamment pour les intérêts produits ou services que vous proposez. Alors, concernant l'emailing, je vais vous donner un cas appliqué pour que vous mesuriez bien la puissance de feu qu'il y a derrière ces outils. Voici un exemple d'emailing que j'avais fait en juin 2013. Et mon but était d'identifier les gens qui pouvaient s'intéresser à l'article blog ou lettre d'information que j'avais mis en première position sur cet emailing. Parce que quand on fait un emailing professionnel, il ne s'agit pas d'emailing fait avec Outlook ou avec Thunderbird ou avec Gmail, on parle bien d'outils d'emailing. Ces outils, quels qu'ils soient, ont tous des qualités similaires qui consistent à savoir qui va recevoir votre mail, à quelle heure ils vont le recevoir, qui va ouvrir votre mail et qui va lire quel article dans votre mail. Donc c'est ce qu'on appelle le tracking. Et cette fonction est très importante parce que c'est celle qui va vous permettre de savoir, quand vous prenez un fichier source, par exemple de 6490 contacts, de faire un ciblage pour atteindre, dans le cas présent, 1490 personnes qui ont été concernées par mon ciblage. Sur ces 1490 personnes, il y en a 1425 qui ont reçu le mail, sous-entendu la différence, ce sont des adresses mail qui n'étaient plus valables. Il y a eu 476 ouvreurs, c'est-à-dire à peu près un tiers des mails reçus. Et sur les 476 ouvreurs, il y a eu 107 cliqueurs, c'est-à-dire relativement peu, d'autant plus que parmi ces 107 cliqueurs, il y a des personnes qui se sont en fait désabonnées. Et sur les 107 cliqueurs, il y en a 27 qui ont lu l'article sur le blog. Ces 27 personnes représentent 1,9% des 1490 personnes que j'avais adressées. Vous allez me dire, c'est très faible. C'est très faible, mais quand j'ai passé un coup de fil à ces 27 personnes, j'ai détecté 9 projets. Donc cet emailing qui m'a pris en tout et pour tout une journée de travail pour produire l'article, rédiger l'article et produire l'emailing et faire le ciblage, m'a permis en une journée de pouvoir identifier 9 projets. Si j'avais voulu faire la même chose en passant des coups de fil à froid, entre guillemets, eh bien j'ai fait le calcul, je ne vais pas vous donner le détail de la formule, vous l'aurez sur la copie PDF de cette présentation, j'aurais mis 6 mois, 24 heures contre 6 mois. Je vous laisse faire la différence. L'emailing s'avère être un instrument extrêmement productif. Et je vais passer la main à Sébastien pour qu'il vous explique comment bien qualifier et gérer ces emailings. Allez, tout le monde m'entend bien. J'avais coupé mon micro. Tu m'entends, Jean-Philippe? Je t'entends, c'est parfait, vas-y. Super. Alors, effectivement, donc l'enjeu maintenant sur la partie emailing où nous, Inès, intervenons un peu plus effectivement à la fois en termes de gestion. Ce qui est important à prendre en compte, c'est au-delà de la dimension de l'envoi, ce qui est souvent la préoccupation des gens, c'est-à-dire à la fois d'un point de vue du contenant et du contenu, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la capacité que l'on va avoir à gérer ces emailings. C'est-à-dire quelles sont les métriques que je vais pouvoir en retirer et comment je vais pouvoir, quel levier je vais pouvoir actionner ensuite pour prendre des décisions, réorienter une partie de ma stratégie en ce qui concerne la partie d'emailing. Alors, ici, on voit des exemples de conception simple. Hein. On voit par exemple la newsletter Inès, que certains d'entre vous doivent recevoir mensuellement. On est dans une conception qui est 100% réalisée avec notre solution. Et ce qui va m'intéresser, donc sur la slide suivante, s'il te plaît Jean-Philippe, allô ? Voilà, merci. C'est la capacité que vous allez avoir d'une part effectivement à cibler.
Aujourd'hui, la pression marketing est un élément important que l'on doit savoir gérer. Vous avez certainement eu des gens, si certains d'entre vous pratiquent déjà l'emailing, qui vous ont contacté ou un niveau en vous demandant de limiter un peu la pression marketing. Alors là, c'est s'ils sont gentils, ils vous apprécient et ils veulent continuer à lire vos contenus, mais par contre à une fréquence un peu moindre. Soit effectivement, vous avez avoir un niveau des abonnements qui augmente. Alors ça, c'est lié à deux choses. Effectivement, à la fois à la qualité du contenu que vous allez envoyer et bien entendu à la pression logique que vous allez mettre d'un point de vue strictement marketing. Alors, l'enjeu pour avoir une vraie bonne pression marketing, il est simple, c'est d'être en capacité d'identifier en fait des segmentations. Alors, ces segmentations, certains d'entre vous peuvent les faire de façon relativement aboutie. Pour vous donner un exemple, j'ai échangé la semaine dernière avec le directeur marketing d'Alcatel-Lucent qui me confiait que la segmentation chez eux, une entreprise de 4500 personnes, rachetée par un opérateur chinois rapidement qui va devenir à mon avis un des premiers opérateurs mondiaux, la segmentation est un des éléments clés dans leur stratégie. Ils ont aujourd'hui une batterie d'outils avec laquelle ils ont potentiellement un peu de mal à gérer leur segmentation de manière assez fine. Donc là, on est resté dans une dimension qui me paraît être logique lorsqu'on est une PME de plus ou moins grande taille. On va trier, on va créer des segments ou des filtrages, des cibles par des notions de typologie client, par des notions de sectorisation géographique, par des notions de fonction. Éventuellement, on va bien entendu ensuite aller chercher des notions de chiffre d'affaires d'entreprise, d'effectifs, etc. pour pouvoir affiner au maximum cette segmentation et déterminer des personas beaucoup plus aboutis. Donc voilà, je prends un exemple très concret, le webinar que nous avons fait aujourd'hui, nous avons beaucoup plus ciblé l'envoi puisqu'on est sur une problématique qui est principalement orientée marketing. On aurait pu aussi rerouter cette invitation-là sur des directeurs commerciaux. Alors peut-être que certains d'entre eux auraient apprécié participer, mais je dirais que la majorité aurait été en dehors du scope de l'événement d'aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est volontaire, on a peut-être un peu moins de participants, mais on gère très bien notre pression marketing. Alors, en ce qui concerne la notion de résultat de campagne, et c'est ce que j'évoquais avec vous tout à l'heure, on constate aujourd'hui que beaucoup de gens utilisent ce support, mais ont vraiment beaucoup de mal à gérer les retours et les actions qui suivent la démarche d'envoi d'un emailing. Là, on a repris exactement les mêmes métriques que la campagne, que la pyramide que Jean-Philippe vous a présenté tout à l'heure. On est sur une cible de 1490 contacts avec un envoi de 1425 emails. Donc, on voit qu'on a un taux d'ouverture de 33,4%, ce qui est globalement plutôt pas mauvais, un taux de retour de 22,5%, ce qui est plutôt bon aussi. Et en dessous, on va avoir des statistiques assez précises sur les 476 contacts qui ont ouvert, les 107 contacts qui ont cliqué, les 949 qui n'ont rien réalisé, les 45 NPAI, les 20 NPAI permanents et éventuellement le niveau de désabonnement. Et surtout à droite, tout de suite, on va être capable de voir quels sont les gens qui ont eu une interaction sur un lien cliquable. Parce que le fait de lire un emailing, c'est un signal qui est plutôt, entre guillemets, moyennement engageant. Par contre, effectivement, quand vous avez des liens cliquables ou des liens traqués en fait dans votre emailing, quelqu'un qui va aller cliquer sur un lien de pricing ou de positionnement d'une démonstration, etc. Là, on est sur un signal qui est plutôt fort et qui doit engendrer une action d'un point de vue commercial. Donc, ce que vous pouvez voir aussi ici, c'est que par exemple dans Ines, qui est notre solution, hein, on est un peu parti pris, c'est vrai. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que très rapidement, en un clic, je vais pouvoir générer une cible. Et la génération de cette cible va permettre très rapidement de déclencher une autre action marketing ou une action commerciale directe sur ces gens-là. Donc là, on est vraiment dans une logique d'efficacité commerciale pure. Et on va même aller jusqu'à l'enchaînement pour la partie en haut à droite de génération d'affaires qui ensuite va redescendre dans la partie ce qu'on appelle là on est dans la partie sales à proprement dite et les commerciaux vont pouvoir effectivement directement ouvrir une affaire, générer un business depuis une fiche prospect ou une fiche même client et qui sera rattachée à cette campagne et qui permettra tout simplement ensuite d'avoir pour vous une vraie notion d'agrégation des résultats sur une campagne. Parce que de savoir que les gens ont cliqué, c'est bien, mais si vous savez que vous avez un cycle de vente moyen de 2 mois, ce qui est intéressant, c'est de se repositionner 2 mois après, de revenir sur cette campagne et de voir concrètement ce qu'elle a généré d'un point de vue commercial.
Donc voilà. Et ça, pour ceux qui ne le font pas, je pense que vous pourrez, d'avoir cette rationalité, ça vous permettra certainement de prendre de nouvelles décisions, ou même certaines fois, les gens sont assez surpris sur des décisions qu'ils ont à prendre. Mais voilà, c'est vraiment l'impact concret de ce qu'on peut avoir au travers de la bonne gestion d'une campagne d'emailing au travers d'une solution CRM. On voit ici typiquement que même dans la vie, là vous êtes sur la fiche on est sur un client, on voit cette typologie en haut à droite d'un client 3 étoiles, un client scoré. Ce qu'il faut voir, c'est que surtout cette notion d'emailing, elle va intégrer concrètement le parcours de votre client ou de votre prospect. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des emailings qui vont être adressés, l'ensemble des liens, enfin des actions qui auront été conduites sur les différents emailings vont être intégrés en fait dans votre CRM. Et vous pourrez pour le coup rapidement, quand vous basculerez d'un lien d'une personne qui a cliqué depuis votre campagne à une fiche, voir quels sont les contacts que vous avez déjà eu potentiellement avec cette société par le passé. Très rapidement, quand vous cliquerez sur l'onglet campagne au milieu que vous voyez dans le bandeau bleu, vous allez voir l'intégralité des interactions que ces gens-là ont eues avec les différentes campagnes que vous leur avez adressées, dont bien entendu les campagnes d'emailing, mais aussi d'éventuelles campagnes de phoning, etc. Donc on est dans une vraie logique 360 degrés qui englobe complètement la partie marketing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans une vision où le marketing aurait ses bonnes pratiques et le commerce serait sorti de ça. Là, l'objectif, c'est vraiment d'emmener ces deux services à travailler ensemble et effectivement avec une vraie belle corrélation marketing qui va permettre de gérer cette pression et ce parcours dans votre lead flow de vente de façon la plus intelligente et la plus pertinente possible. Slide d'après, s'il te plaît, Jean-Philippe. Voilà. Donc là, tu reprends. Je reprends la main. Donc, je reviens à ma clé de voûte de la roman. Donc, premier élément de votre communication pour pouvoir être visible de Google, votre blog. Le but, bien évidemment, c'est d'être visible en première page quand on tape les mots-clés relatifs à vos produits ou à vos services. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous recommande de le faire pour voir si vous êtes en première page ou quels sont ceux de vos concurrents et confrères qui sont en première page. Et puis, ne nous leurrons pas, la majorité des utilisateurs, je crois que c'est 90 ou 95%, restent sur la première page. On va rarement au-delà de la deuxième page. Donc, l'enjeu, il n'est pas d'être bien placé en 10e page, il est d'être sur la première page, pointe à la ligne. Donc, le premier élément, le blog pour être visible sur Google. Deuxième élément, pouvoir communiquer vers ces réseaux sociaux, c'est-à-dire faire en sorte que vous relayez et que vos lecteurs relaient vos articles de blog sur vos différents réseaux sociaux. Et troisième élément, vous allez utiliser l'emailing pour atteindre les cibles et toujours en ayant un ciblage qui soit le plus fin possible, comme on vient de vous l'expliquer avec Sébastien. Alors, le retour de cet effet, c'est tout simplement que l'ensemble des personnes que vous contactez par ce moyen vont auto-alimenter votre visibilité et plus vous allez être visible, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a un phénomène d'entraînement qui fait que une fois qu'on a amorcé la pompe, la visibilité alimente alimente le ranking sur Google et vous serez de plus en plus visible. Alors comment passer à l'action? Là est un enjeu assez délicat parce qu'il y a plusieurs solutions. La première des solutions, c'est de se débrouiller par soi-même, ce qui est possible, mais ça va prendre du temps. Je ne vais pas dire que vous allez bricoler, parce qu'on apprend en marchant. Le meilleur moyen d'apprendre à nager, c'est de se jeter à l'eau, avec une bouée quand même, mais vous pouvez vous jeter à l'eau concernant l'apprentissage et l'acquisition, l'appropriation de ces trois outils que l'on vient de développer, de détailler. Donc, premier élément, première façon de procéder, je me débrouille par moi-même. Deuxième façon de procéder, la méthode universitaire, académique. J'achète des bouquins et je vais sur des blogs, et Dieu sait s'ils sont nombreux, les blogs sur lesquels vous trouvez de la documentation, ou chez les blogs des prestataires, en fait, qui de plus en plus expliquent comment se servir de leurs outils. C'est un excellent moyen de communication pour eux, ils n'y échappent pas au système. Et la troisième solution, alors je prêche pour ma paroisse, me direz-vous, mais pas seulement pour la mienne, parce que vous pourrez choisir le prestataire que vous souhaitez, vous faites appel à des consultants ou à des prestataires de services qui peuvent soit vous former pour que vous appropriez très rapidement ces outils, soit qui vont vous offrir les services d'animation d'un blog, d'animation de vos réseaux sociaux, encore que je ne crois pas beaucoup à cette solution personnellement. Je pense qu'on n'est jamais meilleur acteur que par soi-même. Travailler par
par une personne interposée me paraît pas une bonne solution. Et puis, bien évidemment, réalisation du troisième outil, utilisation du troisième outil, réalisation de vos campagnes emailing. Alors, pour être concret, je ne sais pas quelle est la diversité de la population que nous avons sur ce webinaire, mais on a probablement un public très varié entre le B2C, les B2B, les établissements publics peut-être, et puis des établissements associatifs ou think tank. Donc là, je vous donne un choix de différents blogs qui vont vous permettre d'apprécier comment fonctionne un blog et comment il est utilisé. Alors, je vais vous citer deux, trois exemples. Je vais mettre le doigt sur deux, trois exemples. Bonne Gueule, c'est un blog de prêt-à-porter masculin, très branché, qui mérite le détour, au-delà de toute autre considération. Pollux.fr, c'est un fabricant de serrurerie. Et alors, dans la serrurerie, je peux vous assurer que la concurrence sur la visibilité, elle est redoutablement concurrentielle. Et eux, ils sont vraiment en première page parce qu'ils animent un blog qui est extrêmement pertinent. Dans le B2B, coup de cœur pour RH Conseil PME, animé par Nathalie Olivier, qui est la personne qui m'a mis le pied à l'étrier du blog, qui m'a transformé en blogueur il y a 5 ans. Quand vous tapez RH PME sur Google, eh bien, Nathalie apparaît en pole position. C'est une consultante indépendante, elle a une super visibilité, tout simplement parce que depuis 8 ans, elle écrit un article toutes les semaines sur les RH dans les PME. Et ces articles sont bien évidemment très pertinents. Donc voilà un exemple type d'une personne qui est une consultante indépendante et qui a une visibilité qui dépasse de loin les majors de son secteur d'activité. Il y a aussi des acteurs publics, notamment l'hôpital du Luxembourg, acteur de ma santé, qui a créé un blog pour permettre aux familles et aux personnes soignées de bien se documenter sur leur maladie ou la maladie de leurs proches, de façon à libérer le corps médical de toutes ces questions-réponses qui peuvent être expliquées en ligne, et ce qui permet au corps médical de pouvoir consacrer plus de temps à leurs patients. Alors c'est vraiment une approche un peu révolutionnaire, non, mais qui socialement est vraiment très intéressante. Et puis enfin, le think tank de l'économie, dont je suis membre et community manager, qui vous donnera un exemple de personnes qui veulent partager des points de vue, des idées, et puis essayer d'influencer tout simplement le tissu, leur écosystème, leur éco-business au travers des propos qu'ils prennent. Et en l'occurrence, l'économie, c'est les enjeux de la troisième révolution industrielle sur l'informatique. Voilà, nous avons terminé. Je repasse la main à Sébastien pour les questions-réponses et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Tu m'entends de nouveau, c'est tout bon? Oui, absolument. Super. Alors, effectivement, je vous propose d'en finir. Il est 12h03. Nous avons respecté notre timing, c'est parfait. Écoutez, ce que je vous propose comme à chaque fois, c'est de terminer par les questions. Avant, sachez pour ceux qui ne pourraient pas rester que vous avez à la fois pour Jean-Philippe et moi-même nos coordonnées portables et email. Donc n'hésitez pas à les utiliser, on les met ici pour ça. Si vous avez la moindre interrogation, vous pouvez nous contacter, hein. On n'est pas là simplement pour échanger avec vous sur d'éventuelles potentialités de business. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de s'enrichir des expériences des autres. Donc on n'a pas le monopole des bonnes idées, donc même si vous voulez débattre à bâton rompu avec nous, ça sera avec grand plaisir. Voilà. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est effectivement répondre aux questions. Je salue donc ceux qui devraient nous quitter.